J'ai passé 40 ans à me réveiller avant le soleil pour préparer le café de mon fils, laver ses vêtements, m'occuper de son petit-fils quand personne d'autre ne le voulait, vendre tout ce que j'avais construit pour lui garantir une belle maison où vivre. Et le soir du Nouvel An, pendant que tout le monde trinquait à l'avenir, il m'a regardé droit dans les yeux et a ri quand sa femme a annoncé que j'allais être placé dans une maison de retraite parce que je ne servais plus à rien. Il n'y a pas eu de discussion, pas d'avertissement. C'était juste une phrase lancée dans l'air, entre des gorgées de champagne et des sourires faux, comme s'il commentait le menu du dîner. Séverine, ma belle-fille, a levé sa coupe et a dit cela avec un naturel effrayant, comme quelqu'un qui parle de changer de rideau ou de repeindre un mur. Et mon fils Maël, l'homme que j'ai porté dans mes bras, que j'ai élevé seul après que son père nous ait abandonnés, a simplement ri et acquiescé d'un hochement de tête, comme si j'étais un vieux meuble qu'il fallait jeter. Je m'appelle Althea Morvan, j'ai 70 ans, et ce soir-là j'ai découvert qu'être mère ne garantit pas l'amour, que le sacrifice n'achète pas le respect, et que vieillir aux yeux de celui qu'on a élevé peut simplement signifier cesser d'exister. Mais ce que personne n'attendait, pas même moi, c'est que cette humiliation ne serait pas ma fin. Ce serait le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginé que je serais capable de faire. Tout a commencé des mois auparavant, quand j'ai commencé à percevoir que quelque chose changeait dans cette maison. Nous vivions ensemble à Bréval-les-Pins, une petite ville du nord de la France où le silence pèse plus lourd que les mots et où tout le monde connaît la vie de tout le monde. La maison était ancienne, en pierre grise avec un toit d'ardoise, entourée de champs vides où le vent froid soufflait toute l'année. J'avais vendu mon appartement à l'Orme-Saint-Rivière, le seul bien que j'avais à mon nom, et j'avais transféré tout l'argent pour que Maël et Séverine puissent acheter cet endroit. Je l'avais fait sans contrat, sans document, sans rien pour me protéger, parce que je n'avais jamais imaginé avoir besoin de me protéger de mon propre fils. Au début, tout semblait normal. J'aidais aux tâches ménagères, je m'occupais du petit Timéo quand Séverine disait être trop fatiguée pour s'en occuper. Je cuisinais les plats que Maël aimait tant quand il était enfant. Mais peu à peu, j'ai remarqué que ma présence commençait à déranger. Ce n'était rien d'explicite, rien que je puisse pointer du doigt clairement. C'étaient de petits gestes, des regards rapides, des silences étranges quand j'entrais dans la pièce. Séverine a arrêté de m'inclure dans les conversations. Maël a arrêté de me demander comment j'allais. Je suis devenue une ombre dans ma propre maison, ou plutôt, dans la maison que j'avais moi-même achetée pour eux. Les repas sont devenus une torture silencieuse. Je m'asseyais à table et ils parlaient entre eux comme si je n'étais pas là, discutant de voyages qu'ils feraient, de rénovations qu'ils planifiaient, de projets pour l'avenir où mon nom n'était jamais mentionné. Quand j'essayais de participer, Séverine me coupait avec un sourire glacial et changeait de sujet. Quand j'offrais mon aide, Maël disait que je gênais plus que j'aidais. J'ai commencé à manger seule dans la cuisine, à éviter les pièces où il se trouvait, à me cacher dans la petite chambre du fond qu'il m'avait donnée, un espace étroit et froid qui ressemblait plus à un débarras qu'à une chambre. Un après-midi, en rangeant le salon, j'ai trouvé des papiers éparpillés sur la table à manger. C'étaient des documents médicaux, des formulaires que je n'avais jamais vus auparavant. J'en ai pris un et je l'ai lu. Mon nom complet y était écrit, Althea Morvan, suivi de mots qui m'ont glacé de l'intérieur. Évaluation de capacité mentale, demande de tutelle, incapacité de gestion financière. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Séverine essayait de me faire déclarer incapable. Elle essayait de m'enlever tout contrôle que j'avais encore sur ma propre vie. Et le pire de tout était de savoir que Maël était au courant, qu'il était complice de cela, que mon propre fils signait en dessous du mensonge selon lequel je n'avais plus les moyens de décider quoi que ce soit par moi-même. Je n'ai confronté personne ce jour-là. J'ai remis les papiers exactement où ils étaient et je suis sortie de ce salon les mains tremblantes. Je suis allée dans la petite chambre, je me suis assise au bord du vieux lit étroit et j'ai pleuré en silence. J'ai pleuré de colère, de déception, de peur. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que mon fils ne me voyait plus comme sa mère. Il me voyait comme un problème. Il me voyait comme un poids. Il me voyait comme quelqu'un qui devait être contrôlé, réduit au silence, écarté.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que j'étais seule, complètement seule, et que si je ne faisais rien, si je ne réagissais pas d'une manière ou d'une autre, ils allaient m'enterrer vivante pendant que je respirais encore. Les jours qui ont suivi ont été étranges. J'ai commencé à tout observer avec plus d'attention. J'ai remarqué que Séverine parlait au téléphone à voix basse et raccrochait vite quand je passais près d'elle. J'ai remarqué que Maël évitait de rester seule avec moi, trouvant toujours des excuses pour sortir de la maison quand Séverine n'était pas là. J'ai remarqué qu'il planifiait quelque chose de grand, quelque chose qui me concernait mais que je ne devais pas savoir. La semaine avant le Nouvel An, la tension dans cette maison était insupportable. Séverine cachait à peine son irritation quand je croisais son chemin. Maël vivait enfermé dans son bureau, évitant toute conversation. Timéo, mon petit-fils de seulement 5 ans, était la seule présence qui m'apportait encore du réconfort. Il courait vers moi les bras ouverts, m'appelait mamie de sa petite voix douce, et me serrait dans ses bras comme si j'étais la chose la plus importante au monde. Mais même cela, ils ont commencé à le couper. Séverine s'est mise à éloigner le petit de moi, disant qu'il devait jouer seul, que je ne devais pas trop le gâter, qu'il avait besoin d'indépendance. J'ai pensé partir. J'ai pensé prendre mes quelques affaires, sortir de cette maison et disparaître. Mais où irais-je? Je n'avais plus d'appartement. Je n'avais plus d'argent de côté. J'avais seulement une petite pension qui suffisait à peine pour payer un loyer dans n'importe quelle ville décente. Et au fond, il y avait encore une partie de moi qui voulait croire que tout cela était un malentendu, que mon fils ne serait pas capable de me faire quelque chose d'aussi cruel. Jusqu'à ce que arrive la nuit du Nouvel An. La maison était décorée de guirlandes dorées, de bougies parfumées, de nappes en lin que j'avais moi-même brodées il y a des années. Séverine avait invité quelques amis du couple, des gens que je connaissais à peine, des gens qui parlaient trop fort et riaient de blagues que je ne comprenais pas. J'étais assise dans un coin du salon, près de la cheminée éteinte, tenant une coupe vide. Personne ne m'avait servi de champagne. Personne ne m'avait appelé pour m'asseoir à table. J'étais juste une partie de la décoration, un vieux bibelot qu'il n'avait pas encore enlevé. Quand il ne restait que quelques minutes avant minuit, Séverine s'est levée. Elle a ajusté sa robe noire moulante, a légèrement frappé sa coupe avec une cuillère et a demandé l'attention de tous. Elle a souri. Ce sourire faux que je connaissais si bien. Et puis, d'une voix calme et ferme, elle a dit « Je veux profiter de ce moment spécial pour partager une décision importante que Maël et moi avons prise. À partir de janvier, nous allons placer ma mère et la mère de Maël dans une résidence médicalisée. Elles deviennent trop vieilles et franchement, elles ne servent plus à rien ici. Nous avons besoin d'espace, de liberté, de paix. » Elle a ri. Les invités ont ri avec elle, comme si c'était une blague acceptable. Et puis j'ai regardé Maël, mon fils, l'homme que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais élevé seul quand son père nous avait abandonnés, à qui j'avais appris à marcher, à parler, à être quelqu'un. Il riait aussi. Il riait comme si je n'étais pas là. Il riait comme si ma douleur n'existait pas. Il riait comme si je n'étais rien. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la révolte. C'était quelque chose de pire. C'était la certitude absolue que j'avais perdu mon fils pour toujours. Et que rien de ce que je ferais, rien de ce que je dirais, ne le ramènerait. Je me suis levée lentement. Personne ne l'a remarqué. Tous étaient occupés à trinquer, à rire, à célébrer l'avenir brillant qui les attendait. Je suis montée jusqu'à la petite chambre du fond, j'ai pris une petite valise et j'y ai mis seulement l'essentiel. Quelques vêtements, des documents, une vieille photo de Maël quand il était encore enfant. J'ai regardé autour de cette pièce froide et étroite où j'avais passé les derniers mois de ma vie et j'ai réalisé que ce n'avait jamais été mon foyer. Ce n'avait jamais été ma place. J'étais juste tolérée, juste supportée, juste utilisée. Je suis descendue les escaliers en silence. La fête continuait. Personne n'a remarqué quand j'ai traversé la porte d'entrée et suis sortie dans le froid glacial de cette nuit d'hiver. J'ai marché dans les rues vides de Bréval-les-Pins en portant ma valise, sentant le vent glacé frapper mon visage, sentant les larmes couler sans contrôle. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que j'allais faire.
Je savais seulement que je ne pouvais plus rester dans cette maison. Je ne pouvais plus vivre dans cette humiliation. J'ai marché jusqu'à la gare routière de Montfaucon-d'Orel, un petit bâtiment ancien qui se trouvait à quelques kilomètres de là. Je me suis assise sur un banc de bois glacé, tremblant de froid et de désespoir, incapable d'arrêter de pleurer. Il était presque 1h du matin. Il n'y avait personne autour. J'étais complètement seule. C'est alors que j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai levé les yeux et j'ai vu un jeune homme marcher dans ma direction. Il devait avoir environ 25 ans, portait un manteau sombre et avait une expression inquiète sur le visage. Il s'est arrêté devant moi, a hésité une seconde, puis m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste pleuré plus fort. Il s'est assis à côté de moi, sans rien dire, m'offrant simplement une présence, et pour la première fois depuis des mois, quelqu'un m'a regardé avec gentillesse. Quelqu'un m'a vu, quelqu'un s'est soucié de moi. Alors, entre des sanglots, j'ai tout raconté. J'ai raconté mon fils, ma belle-fille, l'humiliation que j'avais subie ce soir-là, les papiers que j'avais trouvés, la peur d'être placée dans une maison de retraite contre ma volonté. Le jeune homme m'a écouté jusqu'au bout. Il ne m'a pas interrompu. Il ne m'a pas jugé. Il a juste écouté. Et quand j'ai fini de parler, il est resté silencieux quelques secondes, comme s'il traitait tout ce que je venais de dire. Puis il a pris son téléphone portable, s'est éloigné de quelques pas et a passé un appel rapide. Je n'ai entendu que des fragments de la conversation. « Papa, je l'ai trouvé. Oui, j'en suis sûre. Il faut que tu viennes ici maintenant. » Quand il a raccroché, il est revenu vers moi et a dit simplement « Je m'appelle Naël Roussin et vous n'allez pas rester seul. » À ce moment-là, je ne savais pas encore, mais cet appel allait tout changer. Allait changer mon destin. Allait changer le destin de mon fils. Et prouverait à tout le monde que jeter une mère a des conséquences que personne n'imagine. Si vous écoutez cette histoire et que quelque chose en vous s'est connecté à ce que j'ai vécu, si vous aussi vous vous êtes déjà senti jeté, invisible, effacé par ceux qui devraient vous aimer, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls est le premier pas pour nous relever. Et si vous le pouvez, laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela aide cette histoire à atteindre plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Naël Roussin n'était pas un inconnu ordinaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination calme, une certitude qui me fit comprendre qu'il ne m'avait pas abordé par hasard. Assise sur ce banc glacé de la gare routière de Montfaucon-d'Orel, tremblante de froid et de désespoir, je ne comprenais pas encore ce qui était en train de se passer. Je ne comprenais pas pourquoi ce jeune homme m'écoutait avec autant d'attention, pourquoi il avait appelé son père, pourquoi il semblait si concerné par l'histoire d'une vieille femme qu'il ne connaissait même pas. Il s'assit à nouveau à mes côtés et me regarda avec une douceur que je n'avais plus vue depuis des années. « Mon père va arriver dans une 20aine de minutes, » dit-il simplement. « En attendant, laissez-moi vous offrir quelque chose de chaud. » Il se leva et revint quelques instants plus tard, avec un gobelet fumant de thé qu'il avait acheté à la petite cafétéria automatique de la gare. Je le pris entre mes mains gelées, sentant la chaleur se propager lentement dans mes doigts engourdis. Ce geste simple, cette attention minuscule, me fit réaliser à quel point j'avais été privée de gentillesse ces derniers mois. « Pourquoi vous faites ça ?» demandai-je finalement, ma voix encore brisée par les larmes. « Vous ne me connaissez même pas. » Naël me regarda avec un sourire triste. « Parce que j'ai vu ma propre grand-mère vivre exactement la même chose il y a quelques années, » répondit-il doucement. Elle aussi a été rejetée par sa propre famille, traitée comme un fardeau, poussée vers la sortie comme si sa vie ne comptait plus. Mon père a tout fait pour l'aider à l'époque, mais on est arrivé trop tard. Elle est morte seule, dans une maison de retraite où personne ne lui rendait visite. Depuis ce jour, mon père s'est promis de ne plus jamais laisser passer une situation comme celle-là. Ces mots me traversèrent comme une lame. Cette histoire aurait pu être la mienne. Sans cette rencontre improbable, j'aurais très bien pu finir exactement comme sa grand-mère, seule, oubliée, morte, sans que personne ne s'en soucie vraiment. Je baissai les yeux sur le gobelet de thé et sentis les larmes couler à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était aussi du soulagement.
du soulagement de savoir que quelqu'un, quelque part, se souciait encore. Nous restâmes assis en silence pendant plusieurs minutes, écoutant le vent froid siffler à travers la petite gare déserte. Puis, au loin, j'entendis le bruit d'une voiture qui approchait. Naël se leva et fit un signe de la main. Une berline noire s'arrêta devant nous et un homme d'une 60aine d'années en descendit. Il était grand, les cheveux gris coupés courts, le visage marqué par les années, mais portant une expression de détermination tranquille qui inspirait immédiatement confiance. « Papa, voici Madame Morvan », dit Naël en me présentant. L'homme s'approcha de moi et me tendit la main. « Éloi Roussin », dit-il simplement. « Enchanté, madame. Mon fils m'a expliqué votre situation. Si vous me le permettez, j'aimerais vous aider. » Je regardai sa main tendue, puis son visage, et pour la première fois depuis des mois, je vis quelqu'un qui me regardait avec respect. Quelqu'un qui ne me voyait pas comme un poids ou un problème, mais comme une personne qui méritait d'être écoutée. Je pris sa main et la serrai doucement. « Merci », murmurai-je, incapable de dire plus. Éloi hocha la tête. « Vous ne pouvez pas rester ici », dit-il fermement. « Il fait trop froid et vous avez besoin de repos. Je connais une petite pension à Valençois-le-Bas, à une 20aine de kilomètres d'ici. La propriétaire est une amie de longue date. Elle pourra vous accueillir pour quelques jours, le temps qu'on mette les choses au clair. Est-ce que cela vous convient ?» Je hochai la tête, trop épuisé pour discuter, trop soulagé pour refuser. Naël prit ma petite valise et m'aida à monter dans la voiture. Le trajet jusqu'à Valençois-le-Bas se fit dans un silence apaisant. J'étais assise à l'arrière, regardant défiler les champs sombres et les petites maisons endormies sous la lumière pâle de la lune. Pour la première fois depuis cette horrible soirée, je me sentais en sécurité. La pension était une maison ancienne en pierre, avec des volets bleus et une enseigne discrète qui disait simplement « Chambre d'hôte, Marie Lestrange ». Éloi sonna à la porte et quelques instants plus tard, une femme d'une 50aine d'années nous ouvrit. Elle avait les cheveux châtains tirés en chignon, des yeux vifs et un sourire chaleureux. « Éloi, quelle surprise !» dit-elle en l'embrassant sur les deux joues. Puis elle me regarda. « Et vous devez être Madame Morvan. Naël m'a appelé il y a quelques minutes. Entrez, entrez, vous devez être gelée. » Elle me fit entrer dans une petite chambre au premier étage, propre et chaleureuse, avec un lit recouvert d'un édredon épais et une fenêtre donnant sur un petit jardin. « Installez-vous, » dit-elle gentiment. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous montrerai un plateau avec quelque chose à manger dans quelques minutes. » Je la remerciai d'une voix tremblante, et dès qu'elle referma la porte derrière elle, je m'effondrai sur le lit et laissai libre cours aux larmes que je retenais depuis des heures. Le lendemain matin, je me réveillai avec la lumière du jour qui filtrait à travers les rideaux fins. Pendant quelques secondes, je ne savais plus où j'étais. Puis, tout me revint en mémoire. La fête du Nouvel An, l'humiliation, la fuite, Naël, Éloi, cette petite chambre dans une pension inconnue. Je me levai lentement, le corps encore endolori par la tension et le froid de la nuit précédente. Il y avait un petit plateau sur la table de nuit avec du thé, des tartines beurrées et de la confiture maison. Marie avait dû le déposer pendant que je dormais. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la première fois que je goûtais de la vraie nourriture depuis des mois. Puis, j'entendis frapper doucement à la porte. « Madame Morvan, c'est Éloi Roussin. Puis-je entrer ?» J'ouvris la porte et le trouvai debout dans le couloir, tenant une serviette de cuir usée sous le bras. « Bonjour » dit-il calmement. « J'espère que vous avez pu vous reposer. Si vous vous sentez prête, j'aimerais discuter avec vous de votre situation. Mais seulement si vous en avez la force. » Nous descendîmes au petit salon de la pension, une pièce confortable avec des fauteuils en velours et une cheminée où crépitait un feu doux. Éloi sortit un carnet et un stylo de sa serviette et me regarda avec sérieux. « Madame Morvan, avant toute chose, je veux que vous sachiez que je suis avocat à la retraite. J'ai passé 40 ans de ma carrière à défendre des personnes âgées, victimes d'abus, de négligence ou d'exploitation financière. Votre histoire n'est malheureusement pas unique, mais elle est grave. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous aider à faire valoir vos droits. » Je le regardais, incrédule. « Mais pourquoi vous feriez ça pour moi? Vous ne me devez rien. »
Éloi secoua la tête. Ce n'est pas une question de dette, madame. C'est une question de justice. Votre fils et votre belle-fille ont profité de votre générosité, ils vous ont dépouillé de votre bien, ils tentent de vous déclarer incapable contre votre gré et ils vous ont humilié publiquement. Tout cela est punissable par la loi française. Mais pour agir, j'ai besoin que vous me racontiez tout, depuis le début, dans les moindres détails. Et c'est ce que je fis. Pendant plus de 2 heures, je lui racontai tout. La vente de mon appartement, le transfert d'argent sans contrat, les mois de mépris et d'humiliation, les papéis que j'avais trouvés sur la table, la tentative de mise sous tutelle, la soirée du Nouvel An. Éloi prenait des notes avec attention, posant parfois des questions précises, me demandant des dates, des noms, des montants. Il ne me jugeait pas, il ne minimisait pas ma douleur. Il écoutait, tout simplement, et cela seul me redonnait une dignité que j'avais perdue. Quand j'eus terminé, il referma son carnet et me regarda droit dans les yeux. « Madame Morvan, vous avez plusieurs options devant vous. La première, c'est de ne rien faire et d'accepter leur décision. Mais je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. » Je secouai la tête avec fermeté. « Non, je ne veux pas finir dans un asile contre ma volonté. » Éloi sourit légèrement. « Bien, la deuxième option, c'est de vous battre, et pour ça, nous avons plusieurs leviers juridiques très solides. » Il m'expliqua alors, avec une clarté impressionnante, ce que nous pouvions faire. Premièrement, le transfert d'argent que j'avais fait pour l'achat de la maison pouvait être contesté comme un don manuel non formalisé. En droit français, un don doit être fait devant notaire pour être irrévocable. Sans acte notarié, je pouvais potentiellement réclamer le remboursement de la somme. Deuxièmement, la tentative de mise sous tutelle sans mon consentement et sans évaluation médicale sérieuse constituait une atteinte à mes droits fondamentaux. Troisièmement, l'humiliation publique que j'avais subie pouvait être qualifiée de maltraitance psychologique, un délit reconnu par la loi. Mais tout cela prend du temps, avertit Éloi. Ce ne sera pas facile. Votre fils et votre belle-fille vont se défendre, probablement avec leurs propres avocats. Ils vont essayer de vous décrédibiliser, de prouver que vous n'êtes plus en pleine possession de vos moyens. Il faudra être forte, il faudra tenir bon. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout ? Je pensais à tout ce que j'avais enduré. Je pensais à cette nuit terrible où j'avais été réduite à rien devant des étrangers. Je pensais à toutes ces années où j'avais tout donné pour un fils qui m'avait jeté comme un déchet. Et je sentis quelque chose se durcir en moi. Une détermination froide, implacable, que je ne me connaissais pas. « Oui, » dis-je d'une voix ferme, « je suis prête. » Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme si je vivais dans une réalité parallèle où tout était calme en surface, mais bouillonnant de tension sous la peau. J'étais installée dans cette petite chambre de la pension de Valençois-le-Bas, loin de tout, loin de Bréval-les-Pins, loin de Maëlle et Séverine, loin de cette maison où j'avais été effacée petit à petit jusqu'à ne plus exister. Marie, la propriétaire de la pension, était d'une gentillesse infinie, une de ces personnes rares qui savent offrir du réconfort sans poser de questions indiscrètes, sans chercher à fouiller dans les blessures encore ouvertes. Elle ne me demandait pas pourquoi une femme de mon âge se retrouvait seule dans sa pension en plein hiver, pourquoi mes yeux étaient gonflés de larmes chaque matin, pourquoi je sursautais au moindre bruit. Elle se contentait de m'apporter mes repas avec un sourire chaleureux, de venir discuter avec moi le soir autour d'une tisane fumante, de me prêter des livres pour passer le temps quand les journées semblaient interminables. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais respectée, vue, considérée comme un être humain et non comme un fardeau qu'on traîne en attendant de s'en débarrasser. Mais malgré ce calme apparent, malgré cette douceur retrouvée, mon esprit ne cessait de tourner en boucle, incapable de trouver la paix. Je pensais à Maëlle constamment, à chaque instant de la journée, dans chaque silence de la nuit. Je me demandais s'il s'était rendu compte de ma disparition, s'il avait remarqué que sa mère n'était plus là pour préparer son café le matin, pour ranger ses affaires, pour exister discrètement dans les coins de sa maison. Je me demandais s'il s'inquiétait, s'il me cherchait, s'il regrettait ce qui s'était passé ce soir terrible du Nouvel An, ou si au contraire, il était simplement soulagé que je sois partie, content d'avoir enfin l'espace et la liberté dont Séverine parlait tant. Cette pensée me déchirait le cœur à chaque fois qu'elle me traversait l'esprit. Mais en même temps,
Elle renforçait ma résolution. Cette détermination nouvelle qui grandissait en moi jour après jour. Je ne pouvais plus vivre dans l'illusion que mon fils m'aimait comme une mère devrait être aimée. Je devais accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, aussi insupportable qu'elle puisse paraître. Éloi venait me voir presque tous les jours, parfois le matin, parfois en fin d'après-midi, toujours avec sa serviette de cuir usée sous le bras et cette expression de détermination tranquille qui m'inspirait confiance. Il m'apportait des documents à signer, m'expliquait les démarches qu'il effectuait en mon nom, avec une patience infinie, me tenait au courant de chaque étape du processus juridique qui se mettait lentement en place. Il avait commencé par demander une évaluation médicale indépendante pour prouver que j'étais parfaitement capable de gérer mes propres affaires, que je n'avais besoin d'aucune tutelle, d'aucun contrôle extérieur. Un médecin psychiatre était venu me voir à la pension, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes et au regard bienveillant. Il m'avait posé une longue série de questions sur ma vie, mes souvenirs, mes capacités cognitives. Il avait testé ma mémoire en me demandant de réciter des listes de mots, ma capacité de raisonnement en me proposant des problèmes logiques simples, mon état émotionnel en explorant mes sentiments, mes peurs, mes espoirs. Le rapport qu'il avait rédigé après cette évaluation avait été formel, sans la moindre ambiguïté. J'étais en pleine possession de mes moyens mentaux, ma mémoire était intacte, mon jugement était sain, mon raisonnement était cohérent. Aucune raison médicale, absolument aucune, ne justifiait une mise sous tutelle. C'est une première victoire importante, m'avait dit Éloi en me montrant le rapport, ses yeux brillant d'une satisfaction discrète. Maintenant, nous avons une base solide pour contester toute tentative de mise sous tutelle. Ils ne pourront pas prétendre que vous n'êtes plus capable de décider pour vous-même. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Il avait alors engagé une procédure officielle pour contester le don que j'avais fait à Maëlle et Séverine, cette somme considérable que j'avais transférée sans réfléchir, aveuglée par l'amour maternel et la confiance naïve. Sans acte notarié, sans preuve formelle que j'avais voulu leur donner cet argent de manière irrévocable et définitive, sans document attestant que je comprenais pleinement les conséquences de mon geste, nous pouvions argumenter qu'il s'agissait en réalité d'un prêt familial qui n'avait jamais été remboursé, d'une avance sur héritage qui devait être comptabilisée, ou au minimum d'une donation déguisée qui devait être prise en compte dans une future succession. Mais ce qui me troublait le plus, ce qui m'empêchait de dormir la nuit et me rongeait de l'intérieur, c'était le silence. Ce silence assourdissant, pesant, insupportable. Depuis que j'avais quitté la maison de Bréval-les-Pins cette nuit glaciale du Nouvel An, depuis que j'avais marché dans les rues vides avec ma petite valise et mon cœur brisé, Maëlle ne m'avait pas contacté une seule fois. Pas un coup de téléphone pour savoir si j'allais bien. Pas un message pour s'excuser, pour expliquer, pour essayer de réparer ce qui avait été détruit. Rien. Le vide absolu. Au début, je pensais qu'il ne savait peut-être pas où j'étais, qu'il me cherchait partout, paniqué à l'idée que sa mère ait disparu dans la nuit. Je m'imaginais qu'il appelait mes anciennes amies, qu'il contactait la police, qu'il retournait ciel et terre pour me retrouver. Mais Éloi m'avait expliqué, avec une douceur qui n'enlevait rien à la brutalité de la vérité, que légalement, Maëlle était obligée de nous informer de toute démarche concernant ma situation, de toute recherche officielle, de toute inquiétude formalisée. Or, aucune plainte pour disparition n'avait été déposée auprès des autorités. Aucune recherche officielle n'avait été lancée. Aucun signalement n'avait été fait. Cela veut dire qu'il sait que vous êtes parti de votre plein gré, m'avait dit Éloi d'un ton grave, pesant chaque mot pour que je comprenne bien la portée de cette information. Et cela veut aussi dire qu'il n'a pas l'intention de vous retrouver. Du moins, pas pour les bonnes raisons. S'il vous cherche, ce n'est pas par amour ou par inquiétude, c'est probablement par peur des conséquences légales de vos actes. Cette révélation m'avait glacé le sang, m'avait fait comprendre à quel point j'avais été aveugle pendant toutes ces années. Mon fils ne me cherchait pas parce qu'il s'inquiétait pour moi, parce qu'il regrettait ce qui s'était passé, parce qu'il réalisait enfin ce qu'il avait perdu. Il ne me cherchait pas parce qu'il m'aimait. Il ne me cherchait pas du tout. Et cette absence totale de réaction, ce silence complet, était plus éloquent que n'importe quel mot aurait pu l'être. Puis, 2 semaines après ma fuite, exactement 14 jours après cette nuit terrible, tout changea brusquement.
Éloi arriva à la pension un matin avec une expression différente sur le visage, un mélange de gravité et de satisfaction contenue. « Madame Morvan, j'ai reçu un courrier du cabinet d'avocat de votre belle-fille, dit-il en s'asseyant en face de moi dans le petit salon de la pension, sortant une enveloppe officielle de sa serviette. Il demande à savoir où vous êtes. Ils prétendent que votre disparition soudaine est une preuve supplémentaire de votre instabilité mentale et que cela justifie encore plus la nécessité d'une mise sous tutelle pour votre propre protection. Je sentis mon sang bouillir dans mes veines, une rage froide et pure monter en moi. « Ils osent dire ça ?» m'exclamai-je, la voix tremblante de colère. « Après ce qu'ils m'ont fait, après m'avoir humilié devant tout le monde, après m'avoir traité comme si je n'étais rien, ils osent prétendre qu'ils s'inquiètent pour moi ?» Éloi leva une main apaisante pour me calmer. Mais je voyais dans ses yeux qu'il partageait mon indignation. « C'est une tactique classique en droit de la famille, » m'expliqua-t-il patiemment. Ils essaient de retourner la situation en leur faveur, de vous présenter comme une personne vulnérable et instable qui a besoin d'être protégée contre elle-même. Mais nous avons l'évaluation médicale qui prouve exactement le contraire. Nous avons également votre témoignage détaillé, celui de Naël qui vous a trouvé cette nuit-là dans un état de détresse évident. Et maintenant, nous avons aussi ce courrier qui prouve qu'il ne se souciait pas vraiment de votre bien-être au moment de votre départ. Sinon, comme je vous l'ai dit, ils auraient signalé votre disparition immédiatement aux autorités compétentes. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je, sentant l'angoisse monter malgré les assurances d'Éloi. « Comment on répond à ça ?» Éloi me regarda avec cette détermination tranquille qui le caractérisait. « Maintenant, on contre-attaque avec force et précision. Je vais leur répondre officiellement en tant que votre représentant légal. Je vais leur signifier clairement que vous êtes en sécurité dans un lieu que vous avez choisi, que vous avez pris la décision consciente et réfléchie de quitter leur domicile en raison de maltraitance psychologique avérée, et que toute tentative de mise sous tutelle sera vigoureusement contestée devant un juge avec tous les moyens légaux à notre disposition. De plus, nous allons introduire formellement une demande de remboursement partiel de la somme que vous avez avancée pour l'achat de leur maison en la qualifiant de prêt familial non remboursé. Je le regardais, partagé entre l'espoir et le scepticisme. « Vous pensez vraiment qu'on peut récupérer cet argent ? Après tout ce temps, sans aucun papier qui prouve quoi que ce soit ?» Éloi hocha la tête avec confiance. « Peut-être pas la totalité de la somme, soyons réalistes, mais au moins une partie substantielle, oui. Et surtout, cette démarche va les obliger à négocier, à sortir de leur position de supériorité. Ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas vous traiter comme un objet dont on dispose à sa guise sans qu'il y ait des conséquences juridiques et financières. Ils vont réaliser que vous avez des droits, que vous avez des alliés et que vous êtes prête à vous battre. » Les semaines passèrent avec une lenteur presque insupportable. L'hiver s'installait de plus en plus froid sur Valençois-le-Bas, recouvrant les toits d'ardoise d'une fine couche de givre qui scintillait sous le soleil pâle. Je passais mes journées à lire les livres que Marie me prêtait, des romans anciens qui me transportaient loin de ma réalité douloureuse, à me promener dans les rues tranquilles du village quand le temps le permettait, enveloppée dans un vieux manteau de laine que Marie m'avait donné, à parler avec elle de tout et de rien autour d'une tasse de thé ou de chocolat chaud. Marie était devenue bien plus qu'une simple propriétaire de pension, elle était devenue une véritable amie, une confidente, une présence rassurante dans ma vie bouleversée. Elle ne me jugeait pas, ne me donnait pas de conseils non sollicités, se contentait d'être là, d'écouter quand j'avais besoin de parler, de respecter mon silence quand je n'en avais pas la force. Mais surtout, j'attendais. J'attendais de voir ce que Maël allait faire, comment il allait réagir aux démarches juridiques qu'Éloi avait lancées. J'attendais de voir s'il allait enfin réaliser ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait détruit, s'il allait comprendre qu'une mère n'est pas un meuble qu'on jette quand il ne nous plaît plus. Chaque jour qui passait sans nouvelles me confirmait ce que je savais déjà au fond de mon cœur. Mon fils ne reviendrait pas vers moi par amour. S'il revenait, ce serait par intérêt, par peur, par calcul. Un matin de février, alors que la neige commençait à tomber doucement sur Valençois-le-Bas, Éloi arriva avec une nouvelle qui me fit trembler des pieds à la tête. « Ils veulent négocier », dit-il simplement, mais je voyais dans ses yeux que cette annonce était importante, qu'elle marquait un tournant décisif.
Votre fils et votre belle-fille ont proposé, par l'intermédiaire de leurs avocats, un rendez-vous à l'amiable pour discuter de la situation globale. Ils sont prêts à abandonner définitivement la procédure de tutelle si vous renoncez à réclamer l'argent que vous avez investi dans leur maison. Je restais silencieuse pendant un long moment, digérant cette information, pesant le pour et le contre de cette proposition. « Et si je refuse cette proposition ?» demandai-je finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « Qu'est-ce qui se passe si je dis non ?» Éloi sourit légèrement, un sourire qui contenait à la fois de la fierté et de la détermination. « Alors on va au tribunal, on présente notre dossier devant un juge. Et je vous promets, Madame Morvan, qu'on va se battre jusqu'au bout, avec tous les arguments juridiques que nous avons accumulés, avec tous les témoignages que nous avons rassemblés, avec toute la force de la loi française qui protège les personnes âgées contre les abus. Je pensais à tout ce que j'avais vécu depuis cette nuit terrible. Je pensais à cette humiliation publique, à ces mois de mépris silencieux, à ces années où j'avais tout donné sans jamais rien recevoir en retour. Je pensais à toutes ces nuits où j'avais pleuré en silence dans ce petit quartier froid et sombre, me demandant ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais plus assez bien pour mon propre fils. Et je pris ma décision, une décision que je n'aurais jamais cru être capable de prendre il y a encore quelques mois. « Je veux les voir », dis-je d'une voix ferme et claire, sans la moindre hésitation. Je veux un rendez-vous face à face, les yeux dans les yeux. Pas pour négocier un arrangement pratique, pas pour discuter d'argent comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale, mais pour qu'ils m'entendent vraiment, peut-être pour la première fois de leur vie. Pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils ont détruit en moi, ce qu'ils ont perdu à jamais. Éloi hocha la tête avec approbation, et je vis dans son regard quelque chose qui ressemblait à du respect. « Très bien, Madame Morvan. Je vais organiser cette rencontre dans les meilleurs délais. Nous ferons ça dans un cadre neutre, avec la présence des avocats des deux côtés, dans un lieu où vous vous sentirez en sécurité. » Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante, un mardi matin dans un bureau neutre situé à Montfaucon-d'Orel, la ville où Naël m'avait trouvée cette nuit-là, tremblante et désespérée sur un banc de la gare routière. J'étais nerveuse, comme jamais je ne l'avais été, terrifiée même à l'idée de revoir Maël après tout ce temps, après tout ce qui s'était passé. Mais j'étais aussi déterminée, habitée par une force nouvelle que je ne me connaissais pas, une résolution de fer qui me portait et me donnait le courage d'affronter ce qui m'attendait. Le jour venu, Éloi vint me chercher à la pension très tôt le matin. Marie me serra dans ses bras avant mon départ, murmurant des mots d'encouragement à mon oreille, me disant d'être forte, de ne pas oublier tout ce que j'avais déjà accompli. Nous fîmes le trajet jusqu'à Montfaucon-d'Orel en silence, Éloi conduisant calmement pendant que je regardais défiler le paysage hivernal par la fenêtre, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Quand nous arrivâmes devant le bâtiment administratif où devait avoir lieu la rencontre, je vis immédiatement la voiture de Maël garée juste devant l'entrée principale. Mon cœur se serra douloureusement dans ma poitrine. J'allais le revoir. J'allais revoir l'homme qui m'avait brisé, l'homme qui m'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. J'allais regarder dans les yeux celui qui avait été toute ma vie, pendant 40 ans, et qui m'avait jeté comme un déchet. Nous entrâmes dans le bâtiment et fûmes conduits vers une petite salle de réunion au premier étage, une pièce impersonnelle avec des murs blancs, une grande table rectangulaire en bois clair et des chaises inconfortables. Maël et Séverine étaient déjà là, assis d'un côté de la table comme des accusés attendant leur jugement, accompagnés de leur propre avocat, un homme d'une 40aine d'années en costume gris anthracite qui me regarda à peine quand j'entrai, comme si j'étais quantité négligeable. Je m'assis lentement en face d'eux, Éloi prenant place à mes côtés, sa présence solide me donnant la force dont j'avais besoin. Le silence qui s'installa dans la pièce était pesant, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit, de toutes les blessures qui n'avaient jamais été soignées. Maël me regarda enfin, et pour la première fois depuis cette nuit terrible, nos regards se croisèrent vraiment. Et ce que je vis dans ses yeux me surprit profondément. Ce n'était pas du regret, ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur. Une peur palpable, viscérale. Il avait peur de moi.
peur de ce que j'allais dire, peur de ce que j'allais faire, peur des conséquences de ces actes qui le rattrapaient enfin. Et c'est à ce moment précis que je compris quelque chose de fondamental, quelque chose qui changea ma perception de toute la situation. Je n'étais plus la mère invisible qu'on pouvait ignorer sans conséquence. Je n'étais plus la vieille femme dont on pouvait disposer à sa guise. J'étais devenue une menace réelle pour leur confort, pour leur tranquillité, pour leur vie bien ordonnée. J'étais devenue une femme qui refusait de disparaître, une femme qui se battait, une femme qui exigeait justice et respect. Et cette réalisation me donna une force immense, une assurance que je ne savais même pas posséder jusqu'à ce jour-là. Je regardais mon fils droit dans les yeux et, pour la première fois depuis des années, depuis si longtemps que je ne me souvenais même plus de la dernière fois, je ne baissais pas le regard. Je ne détournais pas les yeux comme j'avais pris l'habitude de le faire pour éviter les confrontations, pour maintenir une paix fragile et illusoire. Maël était assis en face de moi, le visage fermé comme un livre qu'on refuse d'ouvrir, les mâchoires serrées au point que je voyais les muscles de sa joue se contracter. Séverine, à ses côtés, arborait son habituel masque d'indifférence hautaine, ce sourire glacial qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux, mais je voyais bien, malgré tous ses efforts pour le cacher, qu'elle n'était pas aussi confiante qu'elle voulait le paraître. Ses mains tremblaient légèrement, presque imperceptiblement, et elle évitait soigneusement mon regard. Leur avocat, cet homme en costume gris anthracite qui m'avait à peine regardé en entrant, posa quelques papiers sur la table avec des gestes méthodiques et commença à parler d'un ton professionnel et détaché, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale et non du destin d'une mère et de son fils. « Madame Morvan, nous sommes réunis aujourd'hui dans le but de trouver un accord à l'amiable concernant votre situation et celle de votre fils, Monsieur Maël Morvan. Mes clients sont disposés à retirer immédiatement et définitivement la demande de mise sous tutelle qui avait été envisagée, à condition que vous renonciez formellement à toute réclamation financière concernant la somme d'argent que vous avez transférée volontairement pour contribuer à l'achat de leur propriété à Bréval-les-Pins. Ils sont également disposés, dans un esprit de bonne volonté familiale, à vous verser une petite compensation mensuelle raisonnable pour subvenir à vos besoins essentiels. » Je l'écoutais jusqu'au bout sans l'interrompre, laissant ces mots froids et juridiques remplir le silence de cette pièce impersonnelle. Puis je me tournai lentement vers Maël, ignorant complètement l'avocat qui venait de parler. « C'est tout ce que tu as à me dire ?» demandai-je calmement, d'une voix beaucoup plus posée que je ne l'aurais cru possible, étant donné la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. « Après tout ce qui s'est passé, après cette nuit terrible où tu as ri pendant qu'on m'humiliait, tu te caches derrière un avocat et tu me proposes de l'argent comme si ça effaçait tout, comme si quelques billets pouvaient réparer ce que tu as détruit. » Maël détourna le regard, incapable de soutenir mes yeux. « Maman, c'est compliqué » commença-t-il d'une voix hésitante, cherchant ses mots. « On ne voulait pas que ça se passe comme ça, mais les circonstances. »« Mais quoi ?» le coupai-je, sentant la colère monter en moi comme une vague longtemps contenue qui finissait par se libérer. « Mais vous pensiez que j'allais accepter d'être jetée dans une maison de retraite comme un déchet encombrant ? Que j'allais disparaître en silence, sans rien dire, sans me défendre, comme une vieille femme docile et résignée qui accepte son sort sans broncher ? » Séverine intervint alors, la voix glaciale et coupante comme une lame. « Vous dramatisez tout, Althea. Vous exagérez la situation de manière ridicule. Personne ne vous a jeté nulle part. Vous êtes partie de votre propre chef, de votre propre volonté, sans prévenir personne, en pleine nuit comme une fugitive. C'est vous qui avez créé tout ce drame. » Je la regardais avec un mélange de pitié profonde et de mépris absolu. « Je suis partie parce que vous m'avez humiliée publiquement devant tout le monde, devant vos amis, devant des étrangers, parce que vous m'avez traitée comme si je ne valais rien, comme si ma vie entière, tous mes sacrifices, tout ce que j'avais fait pour cette famille ne comptait absolument pour rien. Parce que mon propre fils, l'enfant que j'ai mis au monde, que j'ai élevé seul dans des conditions difficiles, a ri, a vraiment ri, quand vous avez annoncé que j'allais être mise dans un asilo contre ma volonté. » Le silence qui suivit fut lourd, presque tangible, chargé de tout le poids de la vérité qui venait enfin d'être dite à voix haute. Maël baissa les yeux vers la table, ses mains agrippant nerveusement le bord en bois.
pour la première fois, je vis une fissure dans son armure d'indifférence soigneusement construite. Mais ce n'était pas du regret sincère que je voyais dans cette fissure. Ce n'était pas de la tristesse authentique pour ce qu'il m'avait fait. C'était de la honte, oui, mais la honte d'être démasqué. La honte que quelqu'un ose enfin lui tenir tête. La honte d'avoir été pris en faute et de devoir en assumer les conséquences. Éloi prit alors la parole, d'une voix calme mais ferme qui commandait immédiatement le respect. Mes clients ne sont pas ici pour négocier un silence monnayé ou pour acheter une paix artificielle. Madame Morvan est ici aujourd'hui pour vous dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle n'a jamais pu dire dans votre maison parce que personne ne l'écoutait vraiment. Et ensuite, seulement ensuite, nous verrons ce qui peut être fait légalement pour réparer le tort qui lui a été causé. Mais soyons parfaitement clairs sur un point fondamental. Toute tentative de mise sous tutelle sera combattue avec la plus grande vigueur jusqu'au bout, devant tous les tribunaux nécessaires. Nous avons un rapport médical psychiatrique complet qui atteste de la pleine capacité mentale de Madame Morvan, qui confirme qu'elle est parfaitement apte à gérer ses propres affaires. Nous avons également des témoignages précis et documentés de maltraitance psychologique. Si vous souhaitez vraiment aller devant un juge pour faire trancher cette affaire, nous sommes entièrement prêts à le faire. L'avocat de Séverine fronça les sourcils avec irritation. Maltraitance psychologique ? C'est un terme extrêmement fort, voire excessif, pour qualifier ce qui n'est au fond qu'une simple dispute familiale, un désaccord domestique comme il en existe dans toutes les familles. Vous transformez une querelle ordinaire en affaire judiciaire. Une simple dispute ? Répétai-je, mon incrédulité se transformant en indignation pure. Une simple querelle ordinaire ? Vous avez essayé de me faire déclarer mentalement incapable sans mon consentement, sans même m'en parler, en remplissant des formulaires dans mon dos. Vous avez pris mon argent, l'argent de toute une vie de travail et d'économie, sans jamais établir le moindre document officiel. Vous m'avez humilié publiquement devant des dizaines de personnes lors d'une soirée festive. Et vous appelez ça une simple dispute familiale ? Vous trouvez ça normal ? Séverine se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol, son masque de contrôle commençant à se fissurer. J'en ai assez de cette comédie pathétique. Vous êtes complètement paranoïaque, vous inventez des scénarios dans votre tête. Personne ne vous a volé quoi que ce soit. Vous nous avez donné cet argent de votre plein gré, sans qu'on vous force en quoi que ce soit, parce que vous vouliez nous aider comme n'importe quelle mère normale le ferait. Prouvez-le, dit Éloi d'une voix froide et tranchante. Montrez-moi un seul acte notarié, un seul contrat signé, n'importe quel document officiel prouvant de manière indiscutable que c'était un don irrévocable et définitif, fait en toute connaissance de cause avec l'assistance d'un professionnel du droit. Séverine resta silencieuse, la bouche entr'ouverte, mais aucun mot n'en sortant. Elle n'avait rien à montrer. Aucun papier, aucune preuve, aucun document. Et elle le savait parfaitement. Maëlle prit alors la parole, la voix tremblante, presque suppliante. « Maman, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux vraiment. De l'argent, des excuses formelles, une reconnaissance de ce qui s'est passé ? Dis-moi exactement ce que tu veux, et on trouvera une solution raisonnable, je te le promets. » Je le regardais longuement, laissant le silence s'installer entre nous. Un silence lourd de 40 années de vie commune, de sacrifices innombrables, de déceptions accumulées. Cet homme assis en face de moi, c'était mon fils, mon unique enfant. L'enfant que j'avais porté pendant 9 mois dans mon ventre, que j'avais mis au monde dans la douleur, que j'avais élevé seul après que son père nous ait abandonnés toutes les deux, que j'avais aimé de tout mon cœur avec une intensité qui me consumait parfois. Mais c'était aussi un étranger, un homme que je ne reconnaissais plus, un homme qui m'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit, de la manière la plus destructrice qui existe. « Ce que je veux ?» dis-je doucement, ma voix se brisant légèrement malgré tous mes efforts pour rester forte. « Je veux que tu comprennes vraiment, profondément ce que tu m'as fait. Je veux que tu réalises que tu as détruit ta propre mère, la femme qui t'a tout donné sans jamais rien demander en retour, pour plaire à une femme qui ne t'aimera jamais vraiment comme tu mérites d'être aimé. Je veux que tu saches que l'argent, la maison, les biens matériels, tout ça ne compte absolument pas, tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment, ce qui me détruit de l'intérieur, c'est que tu m'as regardé dans les yeux,
ta propre mère, et que tu as ri de ma douleur, de mon humiliation, de ma souffrance. Tu as ri comme si c'était drôle, comme si c'était acceptable, comme si je n'étais qu'un personnage ridicule dans une mauvaise comédie. Maëlle serra les poings sur la table, ses jointures blanchissant sous la pression. Ce n'était pas comme ça, maman. Tu ne comprends pas la pression que je subis, les difficultés que nous traversons. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas, le coupai-je avec une fermeté nouvelle qui me surprit moi-même. Tu ne comprends pas ce que c'est que de donner littéralement toute sa vie pour quelqu'un et de découvrir que ça ne voulait rien dire pour lui. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être invisible dans sa propre famille, de disparaître petit à petit jusqu'à ce que plus personne ne te voie vraiment. Tu ne comprends pas ce que c'est que de vieillir et de réaliser que ceux pour qui tu as tout sacrifié te voient maintenant comme un fardeau dont il faut se débarrasser. Et tu ne le comprendras probablement jamais, parce que tu n'as jamais vraiment regardé au-delà de toi-même, au-delà de tes propres besoins et désirs. Le silence retomba, encore plus pesant qu'avant. Séverine et son avocat échangèrent un regard inquiet, comprenant que cette réunion n'allait nulle part dans la direction qu'ils avaient espérée. Éloi sortit alors un document soigneusement préparé de sa serviette en cuir et le posa sur la table avec un geste décidé. « Voici notre proposition officielle, » dit-il calmement mais avec autorité. « Vous remboursez à Madame Morvan exactement la moitié de la somme totale qu'elle vous a transférée pour contribuer à l'achat de la maison de Bréval-les-Pins. Cette somme sera versée dans un délai raisonnable de 6 mois maximum. En échange de ce remboursement, Madame Morvan renonce formellement à toute autre réclamation financière future concernant cette transaction. Vous abandonnez immédiatement et définitivement, de manière irrévocable, toute procédure de mise sous tutelle ou toute autre démarche visant à limiter la capacité juridique de Madame Morvan. Et enfin, Madame Morvan s'engage à ne plus avoir de contact avec vous, si c'est réellement ce que vous souhaitez tous les deux. » Maëlle me regarda, ses yeux s'écarquillant de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Tu veux vraiment qu'on ne se revoie plus jamais? C'est vraiment ça que tu veux? Couper tous les liens définitivement ?» Je sentis les larmes monter malgré moi, brûlant mes yeux, menaçant de déborder, mais je les retins avec toute la force qui me restait. « Ce n'est pas ce que je veux au fond de mon cœur, Maëlle. Ce n'est pas ce que je souhaite vraiment. Mais c'est ce que tu as choisi pour nous deux. Le jour où tu as ri de moi devant tout le monde, le jour où tu as accepté sans sourciller qu'on m'humilie publiquement, c'est toi qui as coupé ce lien sacré entre une mère et son fils. Pas moi. Je n'ai fait que reconnaître une réalité que tu avais déjà créée. » Séverine se leva à nouveau, cette fois clairement dans l'intention de partir, son visage durci par la colère et la frustration. « C'est complètement ridicule, cette mise en scène dramatique. Nous ne paierons pas un centime de plus que ce que nous estimons juste. Venez, Maëlle, on s'en va. Cette discussion ne mène absolument nulle part. » Mais Maëlle ne bougea pas. Il restait assis, complètement immobile, les yeux fixés sur moi avec une intensité que je ne lui avais jamais vue auparavant, comme s'il réalisait seulement maintenant, à cet instant précis, ce qu'il avait vraiment perdu, ce qu'il avait détruit de ses propres mains. Son avocat lui toucha doucement l'épaule pour attirer son attention. « Monsieur Morvan, je dois vous informer en toute honnêteté professionnelle que si vous refusez catégoriquement cette proposition, l'affaire ira inévitablement devant le tribunal. Et je dois vous avertir, en tant que votre conseil juridique, que les chances de gagner cette affaire sont extrêmement minces, voire inexistantes, compte tenu des éléments que la partie adverse a rassemblés. » Finalement, après ce qui sembla une éternité, Maëlle se leva lentement, comme un homme portant un poids écrasant sur ses épaules. Il me regarda une dernière fois, et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la vulnérabilité, peut-être même du regret. « Je suis désolé, maman, » murmura-t-il d'une voix à peine audible, presque un souffle. « Je suis vraiment désolé pour tout. » Mais je ne répondis pas. Je ne dis rien, parce que des excuses sans acte concret ne valent rien du tout. Des mots prononcés dans un moment de panique ne peuvent pas effacer des mois de mépris, d'humiliation, de cruauté silencieuse. Et surtout, il était bien trop tard pour que de simples excuses puissent réparer ce qui avait été brisé de manière irréversible. Ils partirent tous les trois, Maëlle, Séverine et leur avocat, laissant Éloi et moi seuls dans cette salle froide et impersonnelle qui avait été témoin de tant de douleurs concentrées en si peu de temps.
Je m'effondrais sur ma chaise, complètement épuisée, vidée de toutes mes émotions comme un récipient qu'on aurait renversé jusqu'à la dernière goutte. Éloi posa une main rassurante et paternelle sur mon épaule. « Vous avez été incroyablement courageuse aujourd'hui », dit-il doucement, avec une sincérité qui me toucha profondément. Peu de personnes auraient eu la force, le courage et la dignité de faire ce que vous venez de faire. Vous pouvez être fiers de vous. « Vous pensez qu'ils vont accepter la proposition ?» demandai-je, la voix brisée par l'émotion et l'épuisement. « Je ne peux pas en être absolument certain, » admit Éloi avec honnêteté. « Mais ce qui est sûr, ce qui est indiscutable, c'est que vous avez repris le contrôle de votre propre vie. Vous avez refusé d'être une victime passive. Vous vous êtes battu pour votre dignité. Et ça, personne, absolument personne, ne pourra jamais vous l'enlever. » Les semaines qui suivirent furent étranges, suspendues dans une attente anxieuse. J'attendais une réponse de Maël et Séverine, me demandant chaque jour s'ils allaient accepter la proposition ou s'ils allaient choisir la confrontation judiciaire. Mais rien ne venait. Le silence s'étirait, lourd de toutes les possibilités. Puis, un matin de mars où les premiers signes du printemps commençaient timidement à apparaître, où les bourgeons pointaient sur les arbres de Valençois-le-Bas, Éloi m'appela au téléphone. « Ils ont accepté », dit-il simplement, mais je pouvais entendre le soulagement et la satisfaction dans sa voix. « Ils vont vous rembourser exactement la moitié de la somme comme nous l'avions demandé, et ils abandonnent définitivement toute procédure de tutelle. Les papiers sont en cours de préparation. » Je ne savais pas si je devais me réjouir ou pleurer. J'avais gagné d'une certaine manière sur le plan juridique et financier. J'avais récupéré une partie de mon argent, j'avais protégé ma liberté et mon autonomie. Mais j'avais aussi perdu mon fils, définitivement, sans retour possible. Avec l'argent récupéré, additionné à ma pension modeste, je pus louer un petit appartement confortable à Clermont-sur-Lys, une ville tranquille et charmante où personne ne me connaissait, où je pouvais recommencer ma vie loin des regards, loin des jugements, loin des souvenirs douloureux. Je m'installais lentement, prenant mon temps, meublant mon nouveau chez moi avec des objets simples mais choisis avec soin et affection, créant petit à petit un espace qui était vraiment à moi. Pour la première fois depuis des années, depuis si longtemps que je ne m'en souvenais plus, je vivais pour moi, pour personne d'autre que moi. Je ne me levais plus à l'aube pour préparer le café de quelqu'un d'autre. Je ne cuisinais plus des plats que je n'aimais pas particulièrement juste pour faire plaisir. Je ne marchais plus sur des œufs pour éviter de déranger. J'existais, tout simplement, librement. Un jour de printemps, en me promenant dans les rues fleuries de Clermont-sur-Lys, respirant l'air doux et parfumé, je croisai une femme d'une 60aine d'années, assise sur un banc public, pleurant silencieusement, le visage caché dans ses mains. Quelque chose dans sa posture, dans sa solitude visible, me toucha profondément. Je m'assis doucement à côté d'elle et lui demandai avec douceur si elle allait bien, si je pouvais faire quelque chose pour elle. Elle leva vers moi un visage ravagé par les larmes et me raconta son histoire entre deux sanglots. Sa fille la traitait comme un fardeau insupportable, voulait la placer en maison de retraite contre son gré, ne l'écoutait plus jamais, ne la voyait plus vraiment. C'était ma propre histoire, répétée presque mot pour mot, vécue par une autre femme dans une autre ville. Je lui donnai le numéro de téléphone d'Éloi, écrit soigneusement sur un bout de papier. « Appelez-le », lui dis-je avec insistance mais douceur. « Il peut vraiment vous aider. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a des solutions, il y a des recours. Ne restez pas dans le silence et la résignation. » Aujourd'hui, je vis seul dans mon petit appartement lumineux de Clermont-sur-Lys. Je n'ai pas revu Maël depuis cette réunion terrible et libératrice à Montfaucon d'Aurelle. Parfois, dans les moments de solitude, je pense encore à lui. Parfois, je me demande s'il pense à moi, s'il regrette vraiment, s'il a compris ce qu'il a perdu. Parfois, je regarde la vieille photo de lui, enfant que j'ai gardée, et je pleure sur ce qui aurait pu être, sur ce qui n'a jamais été. Mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Rien du tout. Parce que j'ai appris quelque chose de fondamental, une leçon que j'aurais dû apprendre bien plus tôt dans ma vie. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer vraiment.
On ne peut pas mendier du respect auprès de ceux qui ont décidé de ne pas nous en accorder. Et vieillir ne veut absolument pas dire perdre sa valeur en tant qu'être humain. Ça veut simplement dire perdre la patience, perdre la volonté de supporter ceux qui ne nous ont jamais vraiment mérités, qui n'ont jamais été dignes de notre amour et de nos sacrifices. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient aussi aux milliers, peut-être aux millions de femmes et d'hommes à travers le monde qui se sentent invisibles, rejetés, abandonnés, méprisés par ceux qu'ils ont aimés de tout leur cœur, par ceux pour qui ils ont tout sacrifié. Mais c'est aussi un message d'espoir profond, un témoignage de résilience. Parce que même quand tout semble perdu, même quand on se sent au bout du rouleau, au fond du gouffre le plus noir, il y a toujours une possibilité de se relever. Il y a toujours une chance de reprendre sa dignité, de retrouver sa valeur, de reconstruire sa vie sur des bases solides. Et si cette histoire a touché votre cœur, si quelque chose en vous a résonné avec mes mots, si vous vous êtes reconnu dans mon parcours douloureux mais libérateur, alors je vous demande une seule chose, avec toute la sincérité dont je suis capable. Ne restez pas dans le silence qui tue. Ne vous enfermez pas dans la résignation qui détruit. Parlez à quelqu'un. Cherchez de l'aide auprès de ceux qui peuvent vraiment vous aider. Vous méritez infiniment mieux que l'invisibilité. Vous méritez infiniment mieux que l'oubli. Vous méritez infiniment mieux que le mépris. Parce qu'une vie vécue dans la dignité, dans le respect de soi-même, dans l'affirmation de sa propre valeur, vaut 1000 fois, 1 million de fois mieux qu'une vie vécue dans la peur constante, dans la soumission résignée, dans l'acceptation passive de l'inacceptable. Vous valez quelque chose. Vous avez de la valeur. Vous méritez d'être aimé, respecté, considéré. Ne l'oubliez jamais. Et vous, si c'était votre propre fils ou fille qui vous regardait dans les yeux et riait pendant qu'on annonçait que vous ne serviez plus à rien, qu'auriez-vous fait? Je vous pose cette question non pas pour vous mettre mal à l'aise, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont peut-être vécu quelque chose de similaire, ou connaissent quelqu'un qui traverse cette douleur en silence. Parfois, nous pensons que l'amour familial est inconditionnel, que le sang qui nous lie est plus fort que tout. Mais la vérité, celle que j'ai appris au prix de ma propre souffrance, c'est que l'amour véritable se manifeste dans les actes, pas seulement dans les mots. Aujourd'hui, je vis seule, oui, mais je vis dans la dignité. Je vis libre, je vis en paix avec moi-même. Et cette paix, personne ne peut me l'enlever, parce que je l'ai conquise au prix de ma propre bataille. Si mon histoire vous a touché, si quelque chose en vous a vibré en m'écoutant, je vous demande de laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous auriez pris la même décision que moi, ou si vous auriez agi différemment. Dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment précis. De quelle ville? De quel pays? Parce que savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve, que d'autres femmes et d'autres hommes traversent les mêmes douleurs, cela nous donne une force immense. Peut-être que vous aussi, vous avez été traités comme un fardeau par ceux que vous avez aimés. Peut-être que vous aussi, vous avez donné toute votre vie pour découvrir que cela ne comptait pas. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes sentis invisibles dans votre propre maison. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers, des millions à avoir vécu cette même injustice, cette même trahison silencieuse. Mais nous sommes aussi des survivantes, des femmes qui ont refusé de disparaître, des femmes qui ont choisi de se lever, même quand tout semblait perdu. Votre voix compte, votre histoire compte. Votre douleur mérite d'être entendue, reconnue, validée. Alors n'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires, si vous en avez la force et l'envie. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, quelqu'un qui se sent rejeté, abandonné, invisible, partagez cette vidéo avec elle. Parce que parfois, savoir que quelqu'un d'autre a survécu à cette épreuve peut être le déclic qui sauve une vie. Si vous avez trouvé du réconfort dans mon témoignage, si cette histoire vous a apporté ne serait-ce qu'un peu d'espoir ou de compréhension, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'il y a d'autres histoires comme la mienne, d'autres voix qui méritent d'être entendues. Laissez un j'aime sur cette vidéo si elle a résonné en vous. Ce simple geste permet à mon histoire d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin.
qui cherche peut-être en ce moment même une raison de ne pas abandonner. Nous sommes plus fortes ensemble. Nous sommes plus fortes quand nous brisons le silence. Nous sommes plus fortes quand nous refusons d'accepter l'inacceptable. Alors dites-moi, auriez-vous eu le courage de partir cette nuit-là? Auriez-vous trouvé la force de vous battre? Ou auriez-vous choisi un autre chemin? Je vous écoute. Nous nous écoutons toutes. Et ensemble, nous prouvons que vieillir ne signifie pas perdre notre valeur, mais simplement refuser de gaspiller notre temps précieux avec ceux qui ne nous ont jamais vraiment mérité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci d'exister. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous valez infiniment plus que ce que certains veulent vous faire croire.